Isabelle Négrier, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directrice générale du think tank Europa Nova, présidente de l'association humanitaire Cœur pour l'Ukraine, c'est ça? Tout à fait. On suivra évidemment la conférence de presse tout à l'heure, qui est aux alentours de 17h30, où il sera vraisemblablement affiché un consensus franco-allemand. Mais Isabelle Négrier, est-ce qu'il vous semble que les deux pays ont comme le disait à l'instant Yves Doutrieux, ont de fortes disparités, de forts sujets de dissension? En fait, pas tout à fait, parce que je pense que d'abord, je ne vois pas cette visite comme une visite purement franco-allemande. Pour moi, c'est un momentum européen. C'est à la veille de la construction de l'agenda européen qui se construit là au mois de juin. Donc on est à un moment tout à fait clé. Je ne sais pas si c'est dû au hasard des dates, mais l'Europe a changé. Donc c'est un moment extrêmement opportun parce que la guerre s'est invitée en Europe, parce que le Covid a créé plus de solidarité. C'était des points de crispation entre la France et l'Europe, notamment sur l'endettement. Donc ça s'est débloqué. Et puis le deuxième point, c'est la guerre où effectivement l'Allemagne a toujours été frileuse. Donc c'est deux sujets majeurs. Donc on n'est plus du tout dans la même visite franco-allemande de Chirac, très conviviale. On a changé de moment, mais tout est à reconstruire. Donc on est exactement dans un moment européen plus qu'un moment franco-allemand, je pense. C'est très... Là, on a souvent les images Mitterrand-Kohl, par exemple. Bon, là, c'est pas le chancelier, bien sûr, c'est le président de la République Steinmeier, le président de la République fédérale d'Allemagne, avec Emmanuel Macron. Ces images sont en direct. Nous sommes au château de Bellevue, qui est le siège de la présidence allemande, où sont donc là, vous le voyez, hissés les trois drapeaux, français, allemand et européen. Je voudrais juste qu'on dise un mot pour qu'on comprenne qui est ce président de la République qu'on connaît assez peu finalement. Anthony, ou vous peut-être, Isabelle Négrier. Il était ministre des Affaires étrangères. Il était l'homologue de M. Fabius. Avec Fabius, ils étaient tous les deux sur la place Maïdan en essayant de trouver un compromis entre les jeunes qui faisaient la révolution de Maïdan et le président pro-russe Yanukovych. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, puisque après, ils avaient envisagé une sorte de processus pacifique pour sortir de la crise, mais ça a été rejeté par les jeunes de Maïdan, et le président Yanukovych, dans la nuit, a dû s'enfuir comme réfugié politique en Russie. Mais donc, ils ont énormément travaillé ensemble. Donc, les relations sont très intimes, on le connaît bien, on le qualifie de francophile. Ouais, c'est quoi son rôle? En fait, il est extrêmement aimé par l'ensemble des Allemands, et bien au-delà, c'est ce que vous venez de dire. Olaf a été quand même très occupé, notamment dans les premiers mois de sa mandature, finalement, sur des questions internes. Olaf Scholz. Alors que le président a toujours été un petit peu la voix humaniste. Il est un petit peu conservateur, catholique. Il est extrêmement impliqué dans toutes les questions autour de la solidarité, et c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié. En tout cas, il est sur une voie humaniste qui résonne au-delà de l'Allemagne. Mais ce qui est important, c'est que comme il y a un président, comme il y a un chancelier, on a donc là une rencontre entre deux régimes totalement différents. Ça, c'est très important qu'il y ait un président. Ils n'ont pas du tout le même pouvoir, Emmanuel Macron. Du tout. Je dirais quasiment pas de rapport. Mais ce qui est intéressant, c'est là aussi pour parler de relativiser le franco-allemand, c'est qu'on ne peut pas, si vous voulez, Emmanuel Macron, quand il est en visite d'État, il représente la France parce qu'on est dans un régime présidentiel. Donc c'est la France. C'est la France qui va en Allemagne. En Allemagne, c'est pas Olaf Scholz qui représente l'Allemagne à lui tout seul. C'est d'abord les régions, les Länder. Ils ont autant de pouvoir finalement que l'Allemagne fédérale. Après, il y a un président, il y a un chancelier. Donc, on est dans deux régimes. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas résumer cette rencontre à une rencontre de la France et de l'Allemagne parce que ce sont des régimes différents. Donc ça, c'est important. Je dirais que ce moment, il est effectivement crucial. Cette visite, pour moi, elle ne sera pas comme les autres. D'abord, on sort d'une visite, c'était le Weimar s'est réuni le 15 mars, je crois. Donc on en sort. Mais celle-ci sera vraiment différente. D'abord, la France, elle s'est inspirée récemment d'une idée allemande, qui est le chômage partiel. Vous savez qu'ils ont un contrat tout à fait spécifique. C'est eux qui l'ont inventé, un contrat où quand il y a, par exemple, des baisses de chiffre d'affaires, on adapte le contrat
On paye un petit peu moins les gens, mais ils ne sont pas renvoyés. Donc ça, c'est une invention allemande que Emmanuel Macron a pu appliquer notamment pendant le Covid. La France est aussi inspirée aussi de l'Allemagne pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. On était les bonnets d'âne de l'accueil chez l'habitant en Europe, le bonnet d'âne, le pire de tous les pays. Et l'Allemagne, ce sont les pilotes. Eh bien, il y a eu cette rencontre, j'ai envie de dire, toutes ces crises, l'économie en déclin, la guerre et le Covid, ces trois crises ont fait que c'est plus du tout les mêmes rapports, c'est plus la même France et c'est plus la même Allemagne. Je dirais qu'il y a un petit peu moins de prétention. Je dirais que pour moi, cette rencontre, ça va être la rencontre de la maturité, avec des difficultés qu'on a pu rencontrer les 3 dernières années. Donc ce moment aussi, après-guerre et après-Covid, ça c'est intéressant parce que je dirais qu'il y a moins, je dirais pas d'arrogance, mais c'est quand même pas... Je pense qu'il y a aujourd'hui des sujets qui font que l'Allemagne et la France ont plus de sujets finalement à partager. Par exemple, face à la Chine et face aux États-Unis, on a vu que l'Allemagne avait un petit peu bougé sur les sujets américains. Donc je pense que ça peut être une rencontre de la maturité. Je pense que les pays voisins vont regarder ça avec beaucoup d'attention. Parce qu'il n'empêche qu'on attend toujours la couleur de la fumée dans ces rencontres. Est-ce qu'il y a... Simplement, vous parliez d'arrogance française, en fait, mais il y a fort longtemps que l'Allemagne est un modèle. Et on se compare toujours à l'Allemagne, et difficilement d'ailleurs, sur la productivité, etc. Depuis que l'Allemagne a fait ses grandes réformes au début des années 2002, que donc on se réfère sans arrêt à l'Allemagne et on rêve de devenir comme l'Allemagne. Alors, même si l'Allemagne souffre plus mais c'est largement conjoncturel. Simplement, mais ça, je crois qu'on sera tous d'accord pour le dire. Donc, vous avez parlé de la paix et de la guerre. Donc, pour l'Allemagne, c'est un énorme choc. Zeitenwende, c'est ça. Donc, un bouleversement. Parce que maintenant, c'est la guerre en Europe. L'Allemagne était pacifiste, comptait complètement sur le parapluie américain et l'OTAN. La France, depuis fort longtemps, déjà avant Maastricht, on parlait déjà de l'Europe de la défense. Et quand on parle de l'Europe de la défense, finalement, c'était un peu arrogant sans doute, parce qu'on était à peu près les seuls à parler de l'Europe de la défense. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience en Allemagne, mais peut-être aussi dans bien d'autres pays en Europe, que le parapluie américain, nucléaire ou pas, ou conventionnel, n'est pas forcément garanti. Le 5 novembre, c'est une date extrêmement importante prochaine, c'est-à-dire les élections américaines, pour la construction européenne. Et quel que soit d'ailleurs celui qui gagnera l'élection américaine, de toute façon, il y aura des évolutions inéluctables du côté américain. Les États-Unis s'intéressent de plus en plus au Pacifique et, en dépit de la guerre en Ukraine, un peu moins à l'Europe. Il faudra que les Européens prennent leur destin en main. Je crois que l'expression « prendre son destin en main », c'est Mme Merkel qui l'a dit. On va revenir maintenant à cette visite d'État franco-allemande. Et vous avez à l'image, en direct depuis le château de Bellevue, le siège de la présidence allemande, le président Steinmeier, le président allemand et le président français Emmanuel Macron, qui vont maintenant se livrer à l'exercice de la conférence de presse. Cher Frank-Walter, Mesdames et messieurs, je suis à la fois heureux et très honoré d'être aux côtés du président Steinmeier aujourd'hui dans le cadre de cette visite d'État. Vous l'avez rappelé, 24 années après celle effectuée par le président Jacques Chirac en juin 2000. Nous pouvons bâtir des coopérations pour demain et embrasser un des défis que vous avez évoqués. Nous signerons des coopérations importantes en matière d'intelligence artificielle, de numérique, de lutte contre le réchauffement climatique et d'espace. Et nous aurons à cet égard le Fraunhofer, le commissariat à l'énergie atomique, de grandes entreprises franco-allemandes comme The Exploration Company qui signeront des contrats importants sur chacun justement de ces grands sujets. Voilà pour cette conférence de presse d'Emmanuel Macron et ce double discours du président allemand Steinmeier et du président Macron. On est parti sur un exercice assez convenu finalement et diplomatique dans le cadre d'une visite d'État pour ensuite bifurquer vers, vous venez d'entendre un discours d'Emmanuel Macron suite à la question de Christelle Méral de France Télévisions qui était beaucoup plus politique sur les populismes, sur la montée des populismes aussi bien en France et en Allemagne et sur le danger, selon Emmanuel Macron,
et selon le président Steinmeier, que ça pourrait représenter pour l'Europe qui veut réagir là-dessus. Juste une chose qui Anthony Bélanger. D'abord, il n'y a rien de plus contraint qu'une visite d'État, surtout entre la France et l'Allemagne, et peut-être une visite d'État en Grande-Bretagne avec le roi Charles III pour être dans le genre de contraintes. Donc l'exercice est connu, mais c'est vrai que sur l'extrême droite, il y a eu deux réponses totalement différentes. Vous avez d'une part un président Steinmeier, qui lui est censé représenter toute l'Allemagne, qui inaugure les chrysanthèmes et qui est censé représenter l'unité de l'Allemagne, qui dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me fier aux réseaux sociaux, je vais aller dans chaque ville moyenne allemande pour parler et débattre avec les gens en direct et leur expliquer ce que c'est que l'Allemagne, ce que c'est que la démocratie. Et ça ressemble un peu au Macron première manière. Celui qui, en 2017, après après les Gilets jaunes, avait multiplié les débats avec les Français. Et puis, vous avez aujourd'hui Emmanuel Macron qui tente de l'autre côté, qui est un président de combat, semble-t-il. Qui veut aller débattre avec Marine Le Pen. Qui voulait aller débattre avec Marine Le Pen. C'est 3 fois qu'il le dit en 3 jours. Qui a obtenu un refus sans frais, tout simplement parce que les conditions posées par Marine Le Pen étaient inacceptables par l'Élysée, évidemment, et qui donc débat tout seul. C'est-à-dire qu'il explique, grosso modo, il prend l'occasion de cette conférence de presse pour expliquer tout le mal qu'il pense des politiques et des politiques proposées par les rassemblements nationaux ou de l'extrême droite d'une manière générale en Europe, et les gouvernements qui les appliquent quand ils sont en coalition, je rappelle, en coalition dans certains pays européens. Isabelle Négrier, on est dans une position, malgré tout, où le président allemand comme le président français sont en difficulté avant l'élection européenne, où il y a une montée de l'extrême droite en Allemagne. Il y a aussi le Rassemblement national qui est depuis longtemps donné très très largement vainqueur en France, ce qui risque de se concrétiser dans les urnes. Donc c'est pour ça qu'il y a ce discours combatif aussi, même dans un exercice contraint qui est celui d'une visite d'État. Oui, d'ailleurs, vous parliez des Gilets jaunes. À l'époque des Gilets jaunes, où il y avait aussi une contestation, on va dire, populaire, voire extrême, il y avait beaucoup de Gilets jaunes. Le premier pays qui a copié les Gilets jaunes, c'est l'Allemagne. Il y a eu aussi un événement terrible à Chemnitz, en Allemagne, qui néo-nazi finalement, donc ils ont exactement les mêmes problèmes. Et il y a 2 points qui ont avancé sur ce traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé donc en 2019. C'est pas celui de 1748 qui a mis fin à la guerre de succession d'Autriche, et je parle sous le contrôle d'un ancien ambassadeur. Non, il y a eu 2 points importants. D'abord, c'est effectivement la création de ce conseil franco-allemand. Et c'était avant la guerre, donc c'est très intéressant parce que ça s'est fait. Et puis, 3e point, et on a peu parlé d'environnement, donc je voulais avoir juste un petit mot, c'est l'énergie. Et c'est le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est majeur. D'abord parce qu'on parle d'avenir positif de l'avenir, on parle du Green Deal, on parle de cet espoir. Et c'est là que Angela Merkel a enfin... j'ai envie de dire, fait son coming out énergétique, c'est-à-dire qu'elle a présenté son premier plan finalement contre le CO2 et son plan finalement de cessation in fine de l'utilisation du charbon. Donc ça a été un peu une révolution, une bombe, sachant qu'il y avait déjà eu une coopération franco-allemande, le premier centre d'hydrogène, il a été inauguré en l'an 2000 à Karlsruhe en Allemagne. C'était franco-allemand. Et là, j'espère dans cette visite qu'il y aura un coup d'accélérateur sur ces attentes aussi environnementales. Ouais, même si les Allemands ont un peu du mal à renoncer à la voiture thermique. Absolument, avec encore des achats chinois. Voilà. Électrique, pour le coup. Électrique, oui. Et on attend effectivement plus d'efforts. Moi, ce que Yves Doutrieux, je voulais juste vous poser une question. J'ai entendu le président allemand qui dit « nous nous serrons les coudes », le président français qui dit « nous avons des défis inédits pour préparer notre avenir ». Et quand le président allemand dit « nous nous serrons les coudes », il s'inquiète aussi de la possible élection de Donald Trump aux États-Unis en se disant finalement que l'Europe va finir à paraître bien seule face à la Russie. Je crois que c'est une inquiétude largement partagée par les Français et les Allemands et beaucoup d'autres en Europe. J'aurais dit aussi beaucoup dans les pays baltes ou en Pologne, sans parler de l'Ukraine, qui est candidate pour entrer dans l'Union européenne. Ce qui m'a intéressé dans les 2 discours, certes protocolaires, mais tout ça, les mots sont quand même pesés. Tous les deux ont quand même insisté. Tous les deux ont insisté sur le fait, parce que parfois le couple franco-allemand ou le tandem franco-allemand, ça provoque pas mal de récriminations dans d'autres pays de l'Union européenne qui se sentent un peu exclus. Et aujourd'hui, il est clair que le couple franco-allemand n'a pas le monopole des idées pour l'Europe. Et l'un et l'autre ont évoqué une citation. Alors, je crois que c'est
Macron qui a parlé de certaines idées de l'universel, enfin, au-delà du couple franco-allemand, il y a vers les autres pays de l'Union européenne. Et il me semble que le président Steinmeier a dit à peu près la même chose. Si l'Allemagne et la France sont soudées, alors nous relèverons les défis en Europe, c'est-à-dire bien au-delà des frontières franco-allemandes. On doit pouvoir entraîner d'autres. Du côté français, ce qu'on dit souvent, c'est que le couple franco-allemand, c'est une condition indispensable pour faire avancer l'Europe, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut évidemment largement élargir les coalitions, par exemple avec la Pologne ou l'Italie ou l'Espagne. Et bien Merci à vous. Merci Isabelle Négrier, Yves Doutrio, Anthony Bélanger d'avoir suivi avec nous cette conférence de presse des présidents français et allemands à l'occasion de cette visite d'État. Et maintenant, sur France Info.